Donc, euh, on a eu cette opportunité, je dirais qu'on a saisi cette opportunité de présenter nos collections, surtout qu'on a fait quand même un certain nombre d'acquisitions dans nos domaines privilégiés depuis que nous nous étions rencontrés il y a un an. Et donc, grâce aux moyens technologiques et à cette initiative des organisateurs de la BRAFA, ça nous permet de partager avec vous ce que nous avons pu acheter, ce que nous proposons. J'imagine que vous avez eu l'occasion de voir nos catalogues que nous avons fait pour la BRAFA avec pour l'essentiel des pièces, sauf exception, les prix. Et ensuite, vous pouvez accéder également, hein, c'est un point important sur le catalogue, à des dossiers complets sur les pièces ou des photos additionnelles lorsque vous êtes redirigé vers notre site Internet. Bon. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, hein, il n'y a absolument aucun doute d'être dans ce salon magnifique et de la BRAFA et de regarder des pièces online, comme on dit, d'en acheter online. Bon. Vous seriez tout de même surpris, pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de procéder ainsi, du pourcentage de ventes que nous réalisons chaque année, simplement à travers l'Internet ou simplement des ventes online en envoyant tous les éléments nécessaires. Ce qui est d'abord aussi un petit peu logique, parce que d'abord un collectionneur ne peut pas toujours se déplacer, en particulier dans des salons. On a certains collectionneurs qui sont dans des régions très éloignées aux États-Unis ou ailleurs, ou alors également des collectionneurs qui sont très occupés par leur activité professionnelle et donc malheureusement qui n'ont pas le plaisir de pouvoir venir et se déplacer, mais en même temps qui ne veulent pas manquer l'opportunité d'acheter une pièce qui va venir compléter leur collection. Donc, ça fait déjà maintenant de nombreuses années que nous travaillons de cette manière-là. Mais je dirais qu'on a mis en place à cette occasion un maximum de moyens pour faire en sorte que vous soyez tout à fait confiant d'acheter des pièces qui sont sur notre site, qui sont sur notre catalogue ou dont nous allons parler ce soir. Euh, Bien sûr, c'est par toutes les informations que nous vous communiquons. Vous avez dû voir que nous constituons maintenant des dossiers pour nombre de pièces qui vous permettent d'avoir des rapports de conditions sur les restaurations. On en reparlera, c'est un élément très important. Bien sûr, les descriptions détaillées pour chacune des pièces que nous présentons, des photos additionnelles et des vidéos aussi, puisque nous avons commencé des vidéos il y a quelques mois de manière intensive et nous avons l'intention de continuer. Et puis enfin, une chose qui est extrêmement importante, et c'est une différence à l'achat, par exemple, dans une vente aux enchères ou par d'autres canaux, n'oubliez pas que si vous achetez une pièce online, nous vous l'envoyons, nous nous en occupons bien évidemment, mais vous avez la possibilité de nous la retourner si malheureusement elle ne correspondait pas à vos attentes, je veux dire tout simplement. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage qui est important. Bon, voilà. Et enfin, cette initiative de faire ces Zooms, d'utiliser la technologie pour vous présenter de manière spontanée, hein, ça sera vraiment le cas, on n'a pas fait des montages de vidéos et autres, c'est de manière très spontanée les pièces que nous exposons actuellement. Alors, avant justement que l'on rentre vraiment dans le vif du sujet et parler de ces pièces, euh, parlons de la situation du marché. Et c'est quand même très intéressant d'en parler, vu la période dramatique que nous connaissons, où les événements sont annulés, où on a un désordre, je dirais, économique qui est majeur. Euh, En 2008, on avait eu cette crise financière profonde, là aussi, qui avait créé énormément d'incertitudes. Et c'était un peu mon vieux réflexe de banquier, et puis de dire il faut acheter plutôt au son du canon que d'acheter dans les périodes les plus euphoriques. J'avais vraiment pris une décision d'acheter, d'une part, bon, certains actifs financiers, mais ça, ce n'est pas notre propos ce soir, mais surtout d'acheter, de profiter d'un marché qui était extrêmement calme. Dans les maisons de vente, c'était assez étonnant. À New York, j'allais à New York à cette époque régulièrement, comme toujours maintenant. Chez Sotheby's, Christie's, les salles de vente étaient vides et vraiment, il y avait des opportunités d'acquisition. Donc, pour voir les choses positivement, je m'étais dit, cette période va peut-être nous donner des occasions d'acquisition à des prix qui soient raisonnables. Bon. J'en ai parlé hier sur le Gandhara, c'est en fait l'inverse qui se passe. Et je dirais que sur l'art indien, là aussi, nous avons un marché qui est toujours très résistant.
Et je dirais même, il y a eu quelques pièces, on a vu quelques pièces qui étaient très intéressantes, qui sont passées récemment, et en fait qui ont été même vendues à des prix qui étaient très élevés. Bon, à se demander parfois si il y a certaines pièces, ou même certaines de nos pièces, on ne devrait pas les mettre en vente. Je sais que des confrères le font, mais c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait et je n'ai pas l'intention de faire parce que bah, c'est différent de notre métier et pas du tout le même plaisir. Comme vous pouvez imaginer, il n'y a pas que l'aspect financier des choses qui compte. Donc, clairement, un intérêt grandissant également pour l'art indien. Et je vais vous citer juste quelques exemples. Vous savez, ça fait près de 15 ans qu'on fait la BRAFA. Et je dirais au tout début, à nos tout débuts à la BRAFA, il y a encore 12 ans, ben, j'étais content si j'avais vendu 3, 4 sculptures indiennes, mais pas plus. Et c'était déjà un très bon résultat. Là, j'ai regardé, il y a un an, nous avons vendu, je crois, 16 ou 17 sculptures indiennes à la BRAFA. Donc déjà, c'est un exemple très clair d'un intérêt grandissant du monde occidental, et en particulier en Europe, pour la sculpture indienne. Ce qui n'est pas très surprenant non plus, puisqu'on voyage davantage, on a l'occasion de visiter l'Inde, et puis lorsqu'on visite l'Inde, en général, on a envie qu'une seule chose, c'est d'y revenir et de visiter d'autres régions, tellement le patrimoine est riche. Et là, on a une occasion de se faire plaisir. Et il faut dire que dans la sculpture indienne, on a quand même un grand avantage, c'est que les prix restent très raisonnables. Vous avez vu les prix sur notre catalogue. On peut acheter des pièces de qualité incontestable pour des prix qui sont même inférieurs à 10 000 euros. Ce n'est pas vraiment la situation dans d'autres domaines de l'art. Bon. N'oublions pas également que là aussi, j'en avais parlé hier pour le Gandhara, mais pour l'art indien, nous avons aussi un intérêt des Chinois. Et cet intérêt des Chinois est essentiellement pour l'art bouddhique. Beaucoup moins pour l'art hindouiste. Et l'art bouddhique, pourquoi? Parce que les Chinois, les collectionneurs chinois, les amateurs chinois souhaitent revenir aux sources du Bouddha. Donc, ils s'intéressent au Gandhara, comme nous l'avons dit, et là, de manière indiscutable, mais également, ils s'intéressent à l'art bouddhique indien, avec une prédilection en particulier pour la période Pala et en particulier les bronzes Pala. Mais il y a un intérêt chinois, donc ça contribue. Et puis enfin, on a également un intérêt qui se développe là aussi pour de la part des Indiens qui vivent en Inde, et pas seulement ceux que nous rencontrons qui vivent dans le monde occidental. Donc ils ont commencé par exemple beaucoup en achetant des miniatures indiennes, des peintures indiennes, que ce soit d'ailleurs contemporaines ou anciennes, mais également là maintenant nous avons des contacts de plus en plus avec des collectionneurs indiens qui s'intéressent à la sculpture. Je pense par exemple, il y a deux terres cuites. Il y avait deux très belles terres cuites Gupta. On parlera de ces terres cuites Gupta, quelque chose moi, que j'aime beaucoup, que nous avons vendues dans ces périodes récentes. La dernière pièce, c'était il y a un mois, je crois, et on l'a vendue à des collectionneurs indiens. Alors, leur point était de dire qu'ils n'avaient pas la possibilité d'acquérir ce type de pièces, ces terres cuites, en Inde, et donc, bien évidemment, ils se tournaient vers l'extérieur. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il y a clairement un intérêt grandissant. Néanmoins, d'un point très important, il y a des conditions. Il y a des conditions qui sont absolument fondamentales. D'abord, des éléments de provenance. Il n'est pas question pour nous, et je ne recommanderais jamais d'acquérir une pièce qui serait sortie d'Inde récemment. C'est totalement interdit, c'est un autre métier, c'est du trafic d'art, et c'est clairement, ce n'est pas le nôtre. Donc, nous nous assurons toujours d'avoir des provenances, je dirais, raisonnables. Malheureusement, on rencontre souvent des collectionneurs qui n'ont pas conservé les factures de l'époque, mais qui nous expliquent toute l'histoire de la pièce, qui nous l'écrivent, qui nous la certifient, et bien sûr, nous faisons la diligence qui va avec, pas seulement sur des questions de pièces d'identité et autres, mais nous avons accès déjà depuis un certain temps à la base de données d'Interpol et nous vérifions systématiquement que les pièces n'ont pas été signalées comme étant volées, sorties illégalement, ainsi de suite, de l'Inde. Bon. Donc, de nouveau, la provenance est un élément important et pour une pièce, et plus une pièce est importante, eh bien, il est bien évident que avoir des éléments additionnels est tout à fait utile et recommandable. Bon. De nouveau, je vais en Inde très régulièrement parce que j'adore ce pays, j'adore visiter ce pays, et puis c'est le meilleur moyen d'apprendre, soyons clairs. Mais je n'ai jamais acheté une pièce en Inde et je n'en achèterai jamais, quel que soit le prix. Bon. Alors, l'autre condition également, ce sont les questions de restauration. Vous avez vu sur nos catalogues, lorsque vous venez nous voir, lorsqu'on se voit à la BRAFA,
Vous avez en Inde, suite aux invasions, en particulier des invasions musulmanes, vous avez des pièces qui ont été martelées, qui ont été abîmées, des nez qui ont été écrasés, ainsi de suite. C'est comme ça fait partie de l'histoire des religions, malheureusement. Et il est bien évident que c'est très tentant de restaurer, de refaire un visage. Et vous seriez surpris qu'il y a quelques restaurateurs, peu, mais il y a quelques restaurateurs qui font un travail extraordinaire de ravalement esthétique ou simplement de reconstruction d'un visage sans que l'on puisse le déceler à l'œil nu. Et il est bien évident que lorsqu'un visage a été refait, ou même des pièces ont été refaites, ceci donne une valeur à la pièce, valorise la pièce de manière significative. Donc, c'est quelque chose que nous ne faisons pas et nous n'achèterons pas de pièces qui ont fait l'objet de ce type de restauration. Alors, ça m'est arrivé, j'ai un Ganesh, par exemple, à la galerie, où le bras avait été rajouté. Bon. Ce que nous avons fait lorsque nous nous en sommes aperçus, parce que c'était une pièce qui était très intéressante, un beau Ganesh dansant avec beaucoup de présence, et je crois d'ailleurs qu'on le présente dans le catalogue, on lui a enlevé son bras, on l'a remis dans l'état d'origine, et on lui a enlevé son bras, on a la photo avant et après, parce qu'on touche à l'intégrité de la pièce, et c'est vraiment une question d'éthique qui est extrêmement importante. Et je me réjouis maintenant que depuis plusieurs années, à la BRAFA par exemple, mais c'est vrai dans d'autres salons importants, la question des restaurations est un souci constant des experts qui vérifient toutes nos pièces avant l'ouverture. Et nous, on a la particularité, déjà depuis maintenant de très nombreuses années, nous avons notre expert scientifique, parce que dans certains cas, il faut utiliser des microscopes électroniques, il faut faire des analyses de patine, il faut essayer de retrouver, si on a un doute, si par exemple on va trouver des copeaux d'outils qui sont modernes, ou des traitements à l'acide pour créer une patine. Vous voyez, il y a tout un tas de choses et tout. Mais ça, d'ailleurs, j'avais fait une présentation il y a quelques temps là-dessus. Et donc, on a John Twilley qui travaille avec nous, qui vient à Paris au moins une fois par an. On le voit également à New York. Et nous lui demandons justement d'examiner toutes les pièces, et en particulier toutes les pièces qui pourraient présenter des doutes. Voilà. Donc, là aussi, ça, c'est un élément important et vous seriez surpris. Vous savez, notre grande difficulté d'antiquaire, c'est de trouver des pièces. Et encore, ces 12 derniers mois, ça a été le grand challenge. Heureusement, maintenant, comme on est quand même un des grands spécialistes en Europe, et même plus qu'en Europe, sur tout le domaine de l'art indien, on a régulièrement des collectionneurs qui se tournent vers nous pour nous proposer leurs pièces. Mais c'est quand même la grande difficulté, mais également le plaisir, sinon ça serait trop facile, de notre métier. À ce stade, on fait un zoom, donc c'est aussi l'occasion d'échanger avant que maintenant on se dirige vers les présentations des objets. Si vous avez quelques questions sur l'état du marché, je pense que ce serait le moment justement, ou ce que je viens de dire. Donc, n'hésitez pas à prendre le micro. Pas de questions? Bon, mais de toute façon, on pourra y revenir plus tard. Alors maintenant, on va parler de nos pièces. On l'a fait de manière… Alors, c'est ce que j'ai appelé un faux direct, c'est-à-dire que d'abord, on a des contraintes un petit peu horaires, puisque ici à Paris, le confinement est à 18h et donc on doit fermer la galerie. Et puis également, on préférait présenter les pièces en profitant de la lumière du jour. On a une grande galerie en appartement qui est très éclairée par la lumière du jour. Et lorsqu'on parle de sculpture, je trouve que ça importe beaucoup de les voir dans un contexte un peu différent que le soir, où quelquefois, c'est vrai, on peut mettre avec un bon éclairage les pièces davantage en valeur. On est très soucieux que si vous achetez une de ces pièces, vous n'aurez absolument aucune surprise et vous la retrouverez chez vous avec le même plaisir et un peu dans les mêmes conditions. Donc, on va regarder maintenant, on va aller à travers certaines séquences, en commençant par la période Gupta, tout simplement parce que c'est vraiment l'émergence de l'art indien, mais n'hésitez surtout pas entre chaque séquence à poser des questions. Voilà, donc maintenant, parlons de cette période fantastique Gupta. À tout seigneur, tout honneur, parlant de l'art indien, commençons bien évidemment par l'art Gupta. C'est art Gupta qui avait fait l'objet d'une exposition il y a peut-être une dizaine d'années maintenant au Grand Palais, organisée en particulier par le musée Guimet,
et le titre de l'exposition était « L'âge d'or de la sculpture indienne ». Et c'est vraiment le résumé de cet art Gupta. On est donc 4e, 5e siècle, et un art très fertile au niveau de l'art indien. Et puis surtout, ça va être l'affirmation d'un style bien particulier après cette période dont nous avons parlé, qui est le Gandhara, qui est un style très différent. Donc là, une très très forte transition vers l'Inde. Alors nous avons le plaisir, la chance aussi de pouvoir vous présenter une pièce tout à fait emblématique de cette période Gupta, en l'occurrence une tête de Bouddha Sakyamuni. Donc cette tête est vraiment très caractéristique en termes de visage, vous voyez, son arrondi. La pierre, je devrais commencer par cette caractéristique, puisque dans cette période Gupta, on va avoir ces pierres rouges que l'on va trouver dans les carrières de Mathura en particulier, et ça c'est un des signes caractéristiques du Gupta. Ensuite, en termes de style, on a ces lobes distendus, qui, rappelons-le, c'est le renoncement du prince Siddhartha, et donc c'est son signe en fait. L'unisha, bien évidemment, qui est bien visible, la sagesse, l'éveil. Ensuite, cette chevelure faite de sortes de petites bouclettes, un peu en forme d'escargot, tout à fait caractéristique de cette période. Et puis, je ne vais pas dire le plus important, mais ces yeux mi-clos, qui rappellent le lotus. Mais surtout, et pourquoi c'est très important? Parce qu'il rappelle la béatitude, il rappelle la méditation, le charisme s'en dégage. Donc, vraiment une pièce emblématique, une pièce qui est très rare dans la période Gupta, de la pierre, et qui vient d'une vieille collection suisse. C'était un médecin de Suisse alémanique qui avait constitué une collection à partir des années 60. Et donc cette pièce faisait partie de cette collection. Un autre point très important, et j'y pense parce qu'on a vu passer dans une vente récemment une autre tête de Bouddha Gupta qui était belle à voir en photo, mais qui avait fait l'objet de restaurations absolument considérables. Bon, le visage avait été pratiquement reconstruit, mais son estimation d'ailleurs était logique avec son état. Dans le cas de la nôtre, nous l'avons examiné avec l'aide de notre expert scientifique John Twilley. On en a un rapport très détaillé et en fait on a uniquement des restaurations mineures qui sont en fait des remplissages de petites aspérités que l'on avait, qui étaient vraiment minimes, pour simplement assurer la consolidation de la pièce et un état de conservation futur qui soit tout à fait satisfaisant. Bon. Continuons dans la période, il y a un autre exemple aussi que j'aime bien, qui est une acquisition récente, qui est cette tête de déesse. Vous voyez, on retrouve encore de nouveau cette pierre rouge, un beau visage, des yeux, si on regarde les yeux, la forme, dans un style très comparable à notre Bouddha, représentation d'une déesse. Regardez cette chevelure. On a fait des recherches et on a trouvé une pièce assez similaire au musée de Calcutta. Et d'ailleurs, si le jour où nous aurons de nouveau l'occasion de voyager, je vous recommande de visiter Calcutta, qui est une très très belle ville. N'oublions pas que c'était la capitale des Indes, la première capitale des Indes du temps des Anglais. Donc il y a déjà un passé colonial, une richesse architecturale coloniale très importante. Mais également, il y a le musée de Calcutta qui est absolument remarquable en termes de pièces, aussi bien Gupta, mais bien évidemment la période Palacena, puisque le Bihar et le Bengale sont dans cette région. Enfin, il y a deux pièces que j'aimerais bien parler sur le Gupta. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup, qui sont ces pièces en terre cuite. Donc, voici la représentation d'une Devi, d'une déesse, très délicate, très belle. Alors, ce qui était fait, il y avait des sculptures de glaise qu'on appelait les pushtakara, par opposition à ceux qui travaillaient également l'argile, et qui fabriquaient des briques, par exemple. Alors, ces pièces sont beaucoup plus caractéristiques du Bengale. On les trouvait en fait au niveau des soubassements autour des temples, autour des stupas. On avait ces
représentations qui étaient en fait encastrées, hein, et qui avaient différents motifs et très très riches, hein. On trouve vraiment de très très belles pièces. Et une chose que j'apprécie aussi sur ces pièces, on est dans cette période Gupta, on est dans l'âge d'or de la sculpture indienne, mais on a des prix qui sont très raisonnables. On le sait, l'art indien a globalement des prix qui restent aujourd'hui encore très raisonnables, mais là c'est une pièce que nous proposons à, je crois, 9800 € de mémoire. On est 5e, 6e siècle, c'est une pièce qui est très délicate, regardez ce visage, et avec bien sûr encore ces traces de polychromie, cette patine qui a été faite avec le temps. On a également une autre représentation, également tout à fait cette période, également en terre cuite, qui est probablement une Durga ou une Parvati avec ce glaive. Et là aussi, je crois qu'on est dans un budget de 8000 €, donc on peut se faire plaisir. Et ça aussi, c'est un de nos plaisirs, c'est de montrer en fait un ensemble de pièces qui permettent de se faire plaisir tout en restant dans la qualité. Et là encore, hein, dans cette période, Gupta très intéressante. Voilà, donc après cette période Gupta, on va continuer avec, on va passer au côté religieux, en fait des religions, puisqu'on va parler en fait de pièces de sculpture de la religion Jain. Est-ce qu'il y aurait une question à ce stade-là? Bon, donc continuons sur la période Jain, et donc deux pièces importantes et je dirais, oui, emblématiques, hein, que nous allons vous présenter, et des acquisitions dont l'une extrêmement récente d'ailleurs, et que nous sommes très très heureux d'avoir pu acquérir. Transition intéressante, je dirais même surtout une belle transition. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement de pièces bouddhiques, donc de la religion bouddhique. Là maintenant, nous allons parler d'une religion extrêmement intéressante, que j'aime beaucoup au niveau artistique, qui est la religion Jain. Donc c'est une religion qui a été fondée avant le bouddhisme, et nous allons en parler dans quelques instants plus précisément, et que nous allons retrouver en fait à travers l'Inde. Si je pense aux deux derniers ouvrages que nous avons publiés, l'un sur Khajuraho, le premier sur Khajuraho, le deuxième sur Ellora, pour ces deux ouvrages, nous avions un ensemble de temples Jain qui côtoyaient d'ailleurs, dans le cas d'Ellora, des temples bouddhiques et des temples hindouistes. On trouve également, dans mes voyages en Inde, je dirais, justement aimant cet art Jain, mon dernier voyage, un de mes derniers voyages m'avait amené au Gujarat. Le Gujarat, nous avons énormément de temples Jain, en particulier en marbre, et nous allons parler d'ailleurs dans quelques instants d'un exemple de ces pièces, de ces représentations à partir du marbre. Montabou aussi, pour ceux qui sont allés au Rajasthan. Il y a des temples fantastiques, très riches au niveau iconographique, sur des temples Jain. Voilà. Alors, je dirais que c'est une transition aussi intéressante parce que cette pièce qui est du 8e, 9e siècle, on trouve transition. Pourquoi? Parce que je parlais de mon Bouddha ou de notre Bouddha Gupta, et là on retrouve certaines similitudes stylistiques. Vous voyez, donc on est en train d'évoluer, on va continuer, on va parler tout à l'heure de la période Palaceda, qui va être un style un petit peu différent, mais là aussi, une transition de la période Gupta vers la période médiévale, tôt dans la période médiévale, et surtout vers cet art Jain qui mérite d'en parler. Clément. Donc bonjour, en effet il s'agit d'un Tirthankara. On a la représentation d'un des personnages emblématiques du jainisme, qui est en l'occurrence ce que l'on appelle un passeur de guet, c'est-à-dire l'incarnation de celui, comme dans le bouddhisme, qui va transmettre la doctrine, transmettre les enseignements primordiaux et permettre ce qu'on appelle le Jevala Gnanana, c'est-à-dire l'état d'omniscience. Ici, on a la représentation donc d'un personnage qui pourrait être Mahavira
On le sait, car son visage rond, finement sculpté, aux traits très pleins, se dégage d'un nimbe en forme de lotus. On retrouve les éléments qui sont très présents dans le bouddhisme, qui sont notamment l'ushnisha, qui est une protubérance crânienne signifiant l'intelligence supérieure de cet être. Peut-être un élément pour faire rebond sur ce que disait Christophe. En effet, on hérite à ce moment-là, au 9e, au 10e siècle et pendant toute la période médiévale après, des canons Gupta qu'on va essayer de traduire si finement et si élégamment dans les parties centrales et ouest de l'Inde. Ce que je dirais encore, c'est évident en la voyant, surtout à côté de moi, c'était une pièce monumentale. C'est important. Bon. Avec en plus ce nimbe également à l'arrière. Et ça, c'est une de toutes nos récentes acquisitions, donc je suis vraiment très très content, parce que c'est quelque chose de rare, je dirais, d'avoir une pièce de cette qualité. Bon, au niveau des restaurations, il n'y a rien à dire. On voit bien que malheureusement, il y a eu, c'est pas des accidents, c'est clairement, ça a été volontaire, c'est ce que l'on retrouve dans un certain nombre de statues en Inde, qui ont traversé des millénaires, qui ont traversé des siècles, et malheureusement, quelquefois, on a eu des gens qui ne partageaient pas ces religions, qui sont venus endommager les pièces. Mais le visage est beau, l'arrondi est beau, on a ce rappel de la période Gupta, et cette force, en fait, de cette pièce. Provenance, une très bonne provenance, puisque c'est Morogobar, ce célèbre antiquaire des années 70 à Paris, et donc nous savons que cette pièce vient de cette collection. Alors, j'aimerais bien parler d'une deuxième pièce, là, également emblématique dans l'art jaïn, et qui est en marbre. Je vous ai parlé de tous ces temples, et pour ceux qui sont allés en Inde, je suis sûr que vous vous rappelez de tous ces temples extraordinaires en marbre. Alors, là, ici, donc, nous avons la représentation de l'Ajinata, et une pièce qui est 11e, 12e siècle, avec une iconographie, en fait, très riche. Bon, donc, on a de nombreuses représentations du Jina qui est debout, mais c'est vraiment intéressant de la regarder dans le détail. Alors, bien sûr, vous voyez, elle est dans son état, et je ne conseillerais en aucun cas de faire le moindre nettoyage. C'est une pièce qui a vécu, c'est une pièce qui a peut-être été enterrée à un certain moment et qui comporte énormément de dépôts calciques et qui clairement ne sont pas récents, je veux dire, qui sont plus ou moins importants. Mais si on regarde bien cette représentation, d'abord, une chose qui est rare dans ces iconographies, ici c'est un vêtement, puisque dans l'art jaïn, en général, les religieux, les statues sont nus, signe de pureté absolue. Donc là, ici, on a un vêtement, ce qui pourrait attester de son appartenance à l'ordre du jaïnisme que l'on appelle le Svetambara. Je parlais de cette iconographie qui est riche. Ici, par exemple, l'animal mythique que l'on va retrouver en Inde, et pas seulement dans le jaïnisme, qui est le léogriffe, qu'on va retrouver ici, un adorant. Là aussi, c'est pas très visible, mais c'est intéressant, c'est un éléphant. Un éléphant, justement, qui est une des caractéristiques de cette iconographie. Des éléphants qu'on va retrouver dans plusieurs endroits de cette sculpture. Ici, par exemple, on a deux éléphants qui entourent Lakshmi, Mahalakshmi, qui est la déesse de la fortune. Et donc, ces deux éléphants sont en train de bénir cette déesse. Voilà. Des couples également qui entourent la sculpture. Donc, je dirais que c'est ce qui fait de nouveau le grand intérêt. C'est un témoignage vraiment du jaïnisme et de tous ces temples que l'on connaît en marbre. Et puis, beaucoup une sculpture très élaborée, en fait, avec ce Ajitanata. Voilà, je vous propose de continuer maintenant notre périple et de nous concentrer sur la dynastie Palasena, qui est extrêmement intéressante au niveau sculpture et où nous allons vous présenter là aussi plusieurs acquisitions récentes depuis que nous nous sommes vus en fait à la Brafa, qui sont d'une part bouddhiques, mais également d'autre part
hindouiste. Continuons dans notre panorama de l'art indien, cette fois-ci vers une période qui est très intéressante également, postérieure bien sûr à cette période Gupta dont nous avons parlé, qui est la période de la dynastie Pala-Sena, des rois Pala et des rois Sena, et qui se trouve entre le 8e et le 12e siècle. Et une période très riche au niveau iconographique, puisque là aussi, les rois Pala en particulier contribuaient à cet essor, à cet éveil artistique et donc toutes ces représentations religieuses. Je dirais, on peut distinguer à peu près deux grandes régions et donc deux types de représentations. D'abord, ce qui est bouddhique, que l'on va trouver plutôt dans le bihar, ce qu'on appelle le bihar indien d'aujourd'hui. Tandis que l'hindouisme, et nous vous présenterons également quelques pièces, et vous en avez dans notre catalogue, l'hindouisme se trouve davantage dans la partie est de l'Inde, et ce qui est aujourd'hui en fait le Bangladesh, ce qu'on appelait le Grand Bengale. Bon. Et là de nouveau, je ne peux que vous recommander ce musée de Calcutta qui recèle de très nombreuses pièces de cette période Pala-Sena. Le musée de Delhi aussi est un excellent exemple, hein. C'est un musée qu'il faut vraiment visiter lorsque on va en Inde et lorsque nous aurons la chance de retourner en Inde. Alors ici, je dirais aussi une masterpiece, hein, clairement une pièce emblématique. On a un Bouddha, une pièce qui est très rare, surtout de ses dimensions. Voilà un Bouddha très sobre. On a des rappels un peu Gupta par le visage, par les yeux, c'est normal, ça fait partie de cette transition, ça fait partie de cette évolution. Représentation des reliquaires, je dirais des stupas, hein, ce qu'on appelle les stupas, qu'on a déjà vu sur d'autres sculptures. Ensuite, on a également ici ces personnages, un adorant, là clairement, pas très facile à identifier. Ici, on ne voit pas très bien, mais surtout, regardons la coiffure, une coiffure qui fait penser à un personnage royal par son élaboration. Enfin, une femme ici qui est agenouillée, de nouveau, une adorante. Alors, ce qui est intéressant sur cette pièce, d'abord, en termes de datation, on est dans le début de la période Pala. On est dans le 8e, 9e siècle, et on peut la dater de cette période-là, je dirais un peu par sa sobriété, ou je dirais on n'a pas la même richesse en termes de sculpture que nous avons sur des pièces postérieures, des pièces du 11e, 12e siècle de la période Pala. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette inscription ici. Ça apporte toujours davantage d'intérêt à la pièce. Donc, c'est une inscription qui signifie « Tous les phénomènes surgissent des causes. Ces causes ont été enseignées par le Tathagata. » Tathagata, c'est le Bouddha dans le canon Pali, en fait. Hein. Donc, ces causes ont été enseignées par le Tathagata et leur cessation aussi a été proclamée par le grand Sramana. Ça vient d'une excellente collection. Ça vient de la collection de George Bickford. Collection très connue aux États-Unis, très riche, et de nombreuses pièces ont été d'ailleurs achetées ou données au musée de Cleveland. En l'occurrence, celle-ci, on a d'ailleurs contacté le musée de Cleveland, parce que d'abord il y avait eu des expositions de cette collection au musée de Cleveland. Donc on a contacté le musée de Cleveland qui a retrouvé une photo de cette pièce qui avait été prise dans la demeure de George Bickford. Et donc c'est une collection qui date des années 60, des années 70. Alors, une autre pièce également où on est tout à fait dans cette période également Pala et dans cette région. Alors, cette région, il faudrait que j'en dise quand même quelques mots davantage. On est ici, ça c'est une pièce tout à fait typique de Bodh Gaya. Là, j'y étais allé il y a quelques années, donc c'est ce voyage dont je parlais tout à l'heure. J'avais commencé par Calcutta, ensuite on était allé vers Patna. Là, il y a un très beau musée aussi, avec très riche, beaucoup de choses. Et on s'était dirigé vers Bodh Gaya pour finir à Bénarès. Et là, bien évidemment, il y a ce grand monastère de Nalanda. Hein. Nalanda, c'est un monastère qui comptait des centaines de moines, qui était très riche, qui était très important. Et donc, c'était cette région qui était très bouddhique à l'époque. Donc là, de nouveau, vous voyez un corps très fin. On est aussi dans le début de la période Pala, parce qu'on retrouve de nouveau cette sobriété. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des similitudes avec notre grand Bouddha debout. On a les stupas que l'on va retrouver ici.
On a le lotus aussi qui est représenté. Et puis, ce qui est intéressant aussi, à droite et à gauche du Bouddha, nous avons des bodhisattvas. Ici, le bodhisattva Manjuri, que l'on reconnaît avec son glaive. Et ici, l'Avalokitesvara, le bodhisattva de la compassion, que l'on reconnaît avec sa fleur de lotus. Un trône aussi qui mérite d'être mentionné avec des représentations de lions, des représentations très fines de lions. Une inscription également, et cette inscription d'ailleurs, par le pur hasard, est très similaire à celle dont je vous parlais sur notre grand Bouddha debout. Nous l'avons traduite lorsque nous l'avons tenue. Donc les choses qui naissent d'une cause, le Tathagata de nouveau, un autre Bouddha dans le canon Pali, en dit la cause et le moyen de les arrêter. Ainsi parlait le grand religieux. Dernière pièce que je vais mentionner, mais parce qu'elle est aussi intéressante, elle est aussi dans la même période, donc le début de la période Pala. Et je tiens à noter quand même que les pièces du début de la période Pala sont beaucoup plus rares que les pièces que l'on trouve. On trouve souvent des sculptures du XIe, XIIe siècle. Donc là aussi, c'est tout à fait caractéristique de Bodh Gaya. Si vous avez la chance d'aller à Bodh Gaya, c'est un endroit magique qui est un lieu de pèlerinage très important. N'oublions pas que c'est là où s'est produit l'éveil du Bouddha. Donc, et on retrouve tout à fait à Bodh Gaya des représentations similaires. Donc là aussi, entre la forme du visage qui nous amène un certain rappel de la période Gupta et là une pièce aussi qui a beaucoup d'ampleur, qui vient d'une collection privée allemande de mémoire. Toutes ces pièces, il n'y a pas de restauration spécifique à mentionner, elles sont vraiment comme vous les voyez. Après avoir évoqué avec mon père l'art bouddhique sous la dynastie Pala, nous allons maintenant regarder l'art hindou qui est apparu au Xe siècle sous la dynastie Pala. Donc nous sommes ici en présence d'une stèle Pala, typique du Xe-XIe siècle, qui représente donc une divinité hindoue, le dieu Surya. Il nous est possible en fait de dater cette stèle du Xe-XIe siècle de par le fond de stèle qui présente un sommet relativement arrondi, mais aussi un fond de stèle qui n'est pas ajouré et qui est très peu orné. Vous pouvez voir sur des stèles un peu plus tardives du XIe, XIIe siècle de la dynastie Pala, vous verrez donc des stèles qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus ornées et avec des ajours. Donc nous sommes ici en présence de la divinité Surya, donc c'est le dieu du soleil, qui donc est présenté avec une grande frontalité, une grande symétrie, donc c'est typique de l'art Pala. Cette divinité, donc ce dieu du soleil, est aisément reconnaissable par ses ornements. D'abord, il porte une tiare royale. De même, dans chacune de ses mains, il porte une fleur de lotus. Et enfin, très caractéristique de cette divinité, c'est cette grande paire de bottes, en fait, qui s'explique par l'origine iranienne de la divinité. Donc ce dieu, qui est auréolé, richement paré de bijoux, se tient debout sur son char, char qui est conduit par son cocher Aruna, que l'on voit ici, et ce char aussi est tracté par 7 chevaux qui sont représentés ici, stylisés avec un certain dynamisme. De part et d'autre de la divinité, nous allons retrouver les assistants du dieu. D'un côté, vous avez Pingala et sa parèdre, obscurité. De l'autre côté, vous aurez Danda et lumière. Donc Pingala, il porte un stylet et un encrier. En fait, il a pour charge de noter chaque jour les bonnes et mauvaises actions des hommes, alors que Danda, traditionnellement, porte un glaive et il est en fait le gardien du temple du dieu soleil. Par ailleurs, vous aurez observé ces deux petits personnages qui sont en fait les deux épouses du dieu, donc Aurore et Crépuscule, et en fait elles portent chacune un arc qui tire en fait, on peut les interpréter en fait comme tirant les rayons du soleil. Voilà, je vous propose de continuer nos présentations, et ce sera la dernière, je vous rassure, et où nous allons vous montrer 2 pièces d'Inde médiévale. Et puis, comme je craignais que
je devienne très ennuyeux à trop parler. C'est la raison pour laquelle je m'étais tourné vers Gildas et Clément, et là, je vais leur laisser complètement la parole pour parler 2 pièces qu'ils ont sélectionnées, qui sont intéressantes, qui sont très originales, un Kali et un Shikara. Gildas, vous savez, travaille et en fait dirige la galerie au jour le jour avec Anne-Laure, et Clément vient juste de terminer son stage après plusieurs mois passés avec nous, et continuant ses études à l'École du Louvre avec une spécialisation sur l'aradia, ce qui ne vous surprend pas d'ailleurs si vous avez écouté ses vidéos et en particulier son intervention aujourd'hui. Voilà, donc l'Inde médiévale, et ensuite nous répondrons à toutes vos questions avec grand plaisir. L'art hindou va connaître à partir du 7e, 8e siècle ce qu'on va appeler l'époque médiévale, et sur les ruines du grand empire Gupta qu'on a évoqué juste en amont vont apparaître 3 empires tout aussi conséquents et aux productions prolixes. On va avoir apparaître les Rashtrakutas jusqu'au Xe siècle, mais également les Gujara Pratyahara qui vont donner lieu à ce très beau temple de Khajuraho, et enfin les Chalukyas qui vont donner lieu à des productions dans le Karnataka, puis dans le nord, vers Bannani. Ici, on se trouve en présence d'une iconographie singulière, une iconographie courroucée, celle de Kali. Kali est connue dans l'imaginaire hindou comme la divinité la plus colérique, la plus macabre également, et on le retrouve dans son diadème où elle présente 2 mains coupées ainsi qu'une tête squelettique d'un mort qui surmonte, voyez-vous, le 3e œil de Shiva, et qui l'apparente donc à une iconographie shivaïte. On voit depuis l'arcade de son nez des arcades sourcilières très finement précisées, des yeux exorbités, et de cette iconographie, il est évoqué, selon les textes sacrés, le fait que Kali soit apparu lors d'un combat en présence de Shiva et des divinités bienfaisantes pour venir en aide au bien et mettre à mal, tuer Raktabija, un démon qui renaissait de chacune des gouttes de sang. Cette magnifique œuvre est assez rare. Des représentations de Kali, on en voit peu aujourd'hui. Et on voit quand même derrière les réemplois d'une esthétique Gupta s'imposer des iconographies plus imposantes, une stature un peu plus importante et plus individualisée. On va passer peut-être à un second exemple, beaucoup plus différent pour le coup. Il s'agit là des productions de l'Ouest. Donc qui pourrait s'apparenter à un oscilement de dynastie plutôt sous la férule des Gujara Pratyahara. Et ici, on a la représentation des 2 divinités canoniques qui sont Shiva et Uma. Uma est la première femme de Shiva. Il va s'unir à elle avant qu'elle se suicide dans le feu, et qui donnera lieu à cette longue tradition qui malheureusement va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Il va, la Jati, on l'appelle la Jati, il va en fait reconnaître Uma comme sa femme. Son père ne le fera pas, il condamne Shiva, ne lui permet pas de s'unir à elle, et elle va décider de se jeter dans le feu à ce moment-là. On retrouve donc la divinité principale, Shiva, avec ses attributs traditionnels, le trident qu'on voit finement précisé ici, le serpent qui l'assimile une fois encore à cette iconographie malfaisante, ou en tout cas agressive. On a en bas, on voit un taureau, il s'agit de Nandi, un Gana, c'est-à-dire un petit nain replé qui accompagne les divinités. Ici, Kartikeya, qui est donc le fils de Parvati et de Shiva, qui est le plus beau jeune homme et lieutenant des armées, tandis que Ganesh les accompagne juste là, et qui est lui ce fameux dieu des friandises, des blagues et de la bonne et de la joie. Voilà une très belle pièce en marbre qui est originaire de l'Inde de l'Ouest.
Merci. Voici maintenant un fragment architectural qui représente en miniature les fameuses tours obus appelées shikara et que on retrouve communément dans le nord de l'Inde. Donc cette stèle, que nous datons du 10e-11e siècle, a été sculptée dans un grès rose étincelant qui est caractéristique de la région de Gwalior. Et en fait, ce qui nous permet de penser que cette stèle proviendrait de cette région. Donc ce fragment architectural devait se situer au sommet d'une niche qui elle-même devait être sur la façade d'un temple. Et donc, sur cette tour obus stylisée, qui est donc figurée de manière très symétrique, très architecturée, nous retrouvons le Mirobolan, que les Indiens appellent la Malacca, et qui en fait donc représente le royaume des cieux. En dessous, nous retrouverons donc sous 5 niveaux les fameux arcs indiens, qui sont donc ici ouvragés et stylisés. De part et d'autre donc de cette tour obus, nous voyons donc qu'il y a 2 divinités, donc des divinités secondaires, probablement aquatiques. Il n'y a pas assez d'attributs pour qu'on puisse les nommer, mais par contre, celle de gauche porte une outre, alors que celle de droite joue de la flûte. Ces 2 divinités, comme vous pouvez le voir, elles jouent donc avec des macaras de chaque côté. Donc les macaras sont des êtres mythiques que l'on retrouve communément dans l'art indien, qui sont constitués d'une tête d'éléphant et d'un corps de reptile. Ce sont des animaux qui sont donc bienveillants, et donc en fait on voit que les divinités jouent avec ces animaux. Donc cette très belle stèle, qui est vraiment finement ciselée, de très belle qualité, provient de la fameuse collection britannique que nous avions acquise il y a un peu plus d'1 an, et cette pièce avait été elle-même acquise auprès du grand marchand londonien Simon Ray. Voilà, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de la galerie, tous mes collaborateurs, Anne-Laure bien sûr, Clément et Gildas. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Nous, on a eu en tous les cas beaucoup de plaisir à parler de nos pièces. C'est vraiment en fait, de partager nos émotions. C'est vraiment la manière dont je vois notre rôle et notre spécificité en tant que galerie d'art. Et n'oubliez pas que une des raisons pour lesquelles je parle toujours un peu de l'état du marché, moi je suis sensible à la valeur patrimoniale, parce que toutes les pièces que nous vous avons présentées, ce sont des pièces qui appartiennent à la galerie. Nous avons un stock très important. Et donc, moi, ma manière, si vous voulez, de développer cette galerie, c'est de nous engager sur des pièces. C'est la raison pour laquelle nous les achetons et qu'on pratique très, très peu le dépôt. Et donc, nous nous engageons sur ces pièces, on les aime. Je pense toujours à ces pièces en me disant cette pièce, elle me plaît, elle est intéressante du point de vue esthétique, du point de vue iconographique et remplit bien évidemment tous nos critères en termes de restauration et en termes de provenance. Voilà. Donc, j'espère que nous avons bien partagé nos émotions sur ces différentes pièces. On est complètement à votre disposition pour parler plus précisément d'une pièce. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, faire du FaceTime, on peut organiser un Zoom, on peut vous communiquer tous les dossiers que vous souhaitez avec davantage de photos, de manière que vous soyez confiant pour acheter ces pièces. Et les prix sont indiqués comme nous l'avons toujours fait. Depuis que j'ai ouvert cette galerie, nous affichons nos pièces, nos prix de manière à être complètement transparent. On sera toujours enchanté, bien évidemment, de vous aider à prendre la bonne décision et donc vous donner notre meilleur prix. Et là, de nouveau, il y a un très bel éventail en termes de prix. Regardez, Luma Maheshvara, je suis très content qu'on l'ait présenté. Clément en parlait, cette petite stèle en marbre. Je crois que nous la présentons, nous demandons 9 000 €. On a cette chance aujourd'hui, et il faut en profiter, de pouvoir justement présenter des pièces, partager des pièces, en restant dans des budgets très raisonnables. Cette pièce en marbre, cette stèle en marbre est très intéressante iconographiquement et très intéressante au niveau esthétique. Les visages sont très beaux. Écoutez, je pense que c'est le moment de clore cette présentation. La prochaine sera mercredi prochain à 18h à la même heure.
et sera sur l'Asie du Sud-Est, un Asie du Sud-Est assez élargi, puisqu'on va commencer par le Sri Lanka, par Ceylan, et après on vous présentera également des pièces, des acquisitions récentes sur l'art thaïlandais, qui est aussi un de nos domaines de prédilection, et également une pièce de Java que nous venons d'acquérir. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux aujourd'hui, d'avoir été avec nous, de nous écouter, et puis j'espère que vous avez eu le même plaisir que nous pour vous présenter de manière très spontanée, pas très technique. Vous voyez, on a voulu garder d'abord, parce qu'on a une petite galerie aussi, il ne faut pas oublier, donc on n'a pas des caméras, je ne sais quoi, connectées, mais je pensais que c'était la manière de le faire pour que vraiment on se sente comme chez soi, en fait, et regardant des pièces dans des conditions naturelles. Merci beaucoup et bonne soirée.